Eh ben, bonjour à tous et ravi de vous accueillir aujourd'hui dans nos locaux chez Google. Donc moi je suis Stéphane Frébois, je suis partner manager à Google et je travaille du coup avec Avas DBI au quotidien sur des projets data marketing. Donc on organise cet événement conjointement. Donc ravi de vous accueillir ici. Aujourd'hui on va parler mesure, on va parler attribution, on va parler intelligence artificielle. On ne peut pas faire un événement sans parler intelligence artificielle. Et plus précisément, on va parler mesure de l'efficacité marketing. Alors, la mesure de l'efficacité marketing, c'est un sujet qui est très important en ce moment pour plein de personnes différentes dans l'organisation. D'abord, il y a 3 personnes pour qui c'est particulièrement important. La première personne, c'est bien sûr pour le CEO. Et là, je vous partage une étude du coup de McKinsey où 83% des CIO interrogés, la mesure de l'efficacité marketing, c'est un levier de croissance pour l'entreprise. Ça paraît une évidence, mais oui, en fait, les CIO, ils vont regarder cette mesure, ils vont la regarder pourquoi. Ils vont la regarder pour savoir si le marketing, ça marche bien, est-ce que j'augmente les budgets, est-ce que je les diminue ou est-ce que j'ai de la place pour l'optimiser. Bien évidemment, deuxième personne qui est directement impliquée sur la mesure de l'efficacité marketing sont les CFO. Et CFO, pourquoi? Parce que si j'ai pas un ROI derrière sur le marketing, c'est un centre de coût. Et si c'est un centre de coût, je vais avoir tendance à couper ces budgets-là et à pas comprendre qu'il peut y avoir un ROI derrière. Donc là, je pense peut-être des portes ouvertes sur la mesure. Et ensuite, pour continuer, forcément, qui c'est que s'intéresse la mesure de l'efficacité marketing? Oui, bien sûr, marketing. Le marketing, des équipes marketing. Et au quotidien, pour les équipes marketing, la mesure de l'efficacité marketing, ça se traduit comment? Ça se traduit par l'attribution. Alors l'attribution, on entend beaucoup parler. Je vais donner une définition pour qu'on l'utilise pendant tout l'événement. Et je vais donner un exemple concret. Donc, il y a quelques jours, par exemple, ma femme a cassé son téléphone. Pas de chance. Et comme j'aime beaucoup ma femme, je vais lui racheter un téléphone. Et du coup, j'ai vu que dernièrement, elle regardait quelques vidéos sur YouTube, sur des téléphones. Très bien. Donc, pour chercher ensuite le téléphone, je vais faire une recherche sur Google. Je vais aller chercher des téléphones. Alors, elle aime bien les flips, les téléphones qui se replient. Donc, du coup, j'ai été voir des articles en ligne pour avoir une comparaison sur ces différents téléphones. Bon, j'en trouve un ou deux qui m'intéressent. Je retourne sur YouTube. Je vais regarder une ou deux vidéos pour voir ceux qui peuvent être intéressants. Je regarde la vidéo en entier. Très bien. J'ai à peu près mon choix. Reste maintenant à trouver le bon prix. Donc, je retourne sur Google. Je vais refaire une recherche. Et là, je vois plusieurs annonces. Hop, je clique sur un lien. Très bien. Ça correspond à peu près au prix que je veux mettre. La date de livraison, l'assurance. Très bien. Au moment d'acheter, je me dis, tiens, je vais faire un petit tour en arrière. Je me dis, est-ce qu'il n'y aurait pas par hasard un coupon quelque part pour une réduction? Donc, je retourne sur Google, je cherche coupon pour le téléphone en question. Je trouve le coupon, je le rentre, j'achète mon téléphone. Très bien. Téléphone est acheté. Point de vue marketing, retrouver tout ce parcours client, c'est un cauchemar. Il y a plein d'étapes différentes et encore, je suis sur un parcours assez simple. Si je veux connaître la valeur, en fait, des différentes étapes, si par exemple, je prends un exemple basique, je fonctionne au last click, dernier clic, je vais tendance à croire que c'est le coupon qui a généré la vente. Et du coup, je vais mettre tout mon budget sur le coupon. C'est un peu dommage parce que j'aurais pas toutes les étapes avant et je suis pas sûr que j'adresse les meilleurs clients. Alors, encore une fois, c'est un exemple basique, mais déjà, ça nous donne une première idée. Si je veux bien le faire, je veux partir sur quelque chose de plus fin. Si j'ai changé de slide, sur quelque chose de plus fin, je vais avoir besoin de toute la data disponible sur ce parcours client. Et pour la comprendre, ça va pas être simple. Du coup, je vais principalement utiliser de l'intelligence artificielle pour lui donner du sens et mieux l'interpréter à l'échelle. Au-dessus de ça, je vais rajouter d'autres choses pour complexifier la donne. J'ai de nouvelles règles de privacy qui viennent d'arriver, donc je vais avoir moins de données que je vais avoir besoin de modéliser encore une fois avec l'intelligence artificielle. Et puis j'ai des parcours de plus en plus compliqués parce que, par exemple, j'aurais pu passer en magasin avant de faire l'achat, peut-être faire l'achat en ligne ou faire l'achat en magasin. On ne sait pas comment je l'aurais fait. Et puis il y a aussi par exemple la télé connectée, il y a beaucoup d'écrans différents. Donc avoir cette vue complète et savoir sur chacun des différents canaux et étapes de conversion, l'impact pour le marketing, c'est super important. Au quotidien, c'est mon management de mon budget média. Donc c'est de ça dont on va se parler aujourd'hui. On va se parler de l'attribution. Il se trouve qu'on a une très belle approche qui est construite par Avas DBI sur le sujet. Et on a du monde pour nous en parler, parce que je vous présente l'agenda, sans plus tarder. On va avoir une keynote d'introduction par Thomas Chéniaud, qui va être par ici, devant moi. Voilà. J'y arrive. Et donc voilà, pour nous présenter du coup votre approche et de manière plus générale la mesure moderne.
Ensuite, une présentation du coup du cas Cloudmed. Merci du coup à Edith Glacé d'être venu pour nous en parler de son expérience et Étienne du coup pour de l'interroger. On aura une petite pause pour reprendre notre souffle. Reprendre notre souffle, pourquoi? Parce qu'après, on aura la table ronde. Et là, on va ouvrir le capot. On va regarder dans le détail qu'est-ce qu'il y a dans l'offre, comment ça fonctionne, se poser les bonnes questions. Et pour ça, on aura les bons experts autour de cette table ronde. On aura Lucas Rougier qui a développé le même cas chez Udemy. Et nous aurons Maxime Labourou, notre expert sur la mesure, et Pierre-Barry Goletti, notre expert GL4. Et enfin, on aura une keynote de conclusion par Johan, CEO de Avast DPI. Merci Thomas, à toi, je te laisse pour la keynote. Merci. Merci Stéphane. Tout d'abord, je me présente, Thomas Chéniaud, je suis DGA chez Avast DBI, le cabinet de conseil en data marketing du groupe Avast. Donc, vous l'avez compris aujourd'hui, l'enjeu, c'est de parler de mesures et d'attribution. On a une obsession chez DBI, c'est de focaliser tout ce qu'on met en place sur des KPI business. Donc, comment toutes les solutions qu'on développe pour nos clients vont permettre d'améliorer des KPI business. Et dans le cas de la mesure, le ROI des investissements médias. Pour cela, pour la partie mesure, on a développé une suite de solutions cookieless, qui est une suite de solutions qui est pérenne avec l'évolution que vous connaissez des cookies third party. L'objectif, c'est de pouvoir répondre à chacun des besoins. Donc aujourd'hui, on va parler principalement de notre solution AI Measurement, mais elle s'inscrit vraiment dans une suite de solutions de mesure. On a classé cette suite de solutions sur un axe vision, donc sur la vision tactique et stratégique pour l'entreprise, et sur un axe horizontal sur la profondeur de la donnée ciblée, la donnée très exhaustive, très exogène. Si je prends le cas qui est sur une vision très tactique et ciblée, qui sont test and experiment, c'est des solutions qui vont nous permettre, quand vous testez un nouveau KPI, une nouvelle plateforme, une nouvelle landing page, et par définition, vous n'avez pas de données pour pouvoir mesurer, la comparer à un historique, on a des solutions qui s'appellent test and experiment pour pouvoir mesurer de l'incrémentalité sur des tests de nouvelles plateformes, de nouveaux KPI, avec des solutions comme Causal Impact ou GeoExperiment. Et quand on va à l'inverse sur des données très exogènes et très stratégiques, comme le MMM, on va, avec l'entité CSH et Avast, les accompagner et accompagner nos clients pour pouvoir automatiser des MMM dans l'optique d'avoir des résultats qui sont toujours plus fréquents et qui permettent de prendre des décisions de manière plus rapide. Et entre les deux, on a la solution qu'on a développée, qu'on va vous expliquer ce matin, qui est AI Measurement. L'enjeu pour les entreprises, c'est d'avoir une meilleure vision de l'allocation budgétaire optimale pour optimiser l'efficacité média. Ça, c'est ce que nous donne la MMM en B1 en début d'année. On va avoir, quand on a une MMM, une vision stratégique de quels sont les leviers que je dois prioriser dans mon plan, comment je vais devoir faire mon allocation budgétaire pour avoir le mix média optimal. Et par contre, souvent, le MMM est fait 1 ou 2 fois par an, voire 3 fois, et ne permet pas d'avoir une allocation qui est optimisée tout au long de l'année. C'est pour ça qu'on a créé AI Measurement, c'est de pouvoir avoir une mesure qui est faite à la maille hebdomadaire ou mensuelle et qui permet d'avoir une réelle optimisation tout au long de l'année et d'avoir une allocation budgétaire optimale qui va nous permettre justement d'avoir une vision qui se passe sur le ROI généré par les campagnes, du haut de funnel jusqu'au bas de funnel, sur le online et sur le offline. Pourquoi donc si on a créé cette solution-là? Aujourd'hui, Stéphane en a parlé en introduction. On a 3 défis qu'on relève pour les directions marketing. Le premier, c'était très bien expliqué, c'est les parcours qui sont de plus en plus éclatés et de plus en plus complexes entre le offline, le online, les parcours omnicanaux, multi-device. On sait que ça devient impossible de suivre de manière déterministe un parcours du début à la fin parce que tout n'est plus mesurable. C'est aussi la fin du cookie tiers qui devrait arriver l'année prochaine, qui nous force à nous baser sur les données first party, mais surtout sur la modélisation, parce qu'on ne peut plus mesurer tous les touchpoints et on n'a plus accès à toutes les données auxquelles on avait accès par le passé. Et enfin, et c'est le sujet du jour, les directions marketing veulent bien sûr pouvoir mesurer l'impact de leur campagne sur l'efficacité business et pouvoir attribuer une valeur à chacun des leviers qui ont été activés dans une campagne. Ça s'inscrit, ce sujet de mesure, dans un contexte que je pense que tout le monde connaît, sur un triple enjeu du respect de la vie privée. C'est un enjeu réglementaire, avec l'évolution de la réglementation. C'est aussi une demande des citoyens d'avoir plus de protection de leur data, même si on voit dans les études des choses qui peuvent sembler incohérentes sur
le pourcentage de personnes qui souhaitent avoir plus de protection sur ces données, mais également plus de personnalisation sur son expérience. Donc, comment on arrive à concilier les deux entre je ne connecte plus de données personnelles, mais en même temps, je dois personnaliser les messages que je dois pousser à mes utilisateurs. Et c'est justement ce changement de paradigme qu'on travaille avec les modélisations et avec l'intelligence artificielle qui nous permet, même sans données précises, granulaires, déterministes, d'aller apporter une réponse aux consommateurs. Et enfin, on a également une évolution des plateformes qui se conforment à la réglementation ou qui prennent un temps d'avance pour pouvoir répondre à ces enjeux des citoyens. Donc, comme je disais, on a une transition qui est faite aujourd'hui, un changement de paradigme entre la donnée granulaire déterministe qu'on avait jusqu'à présent sur le tracking des parcours des utilisateurs vers une donnée qui est plus agrégée. Donc, aujourd'hui, on n'essaie plus de traquer tous les touchpoints de manière très déterministe parce que de toute façon, on ne peut plus le faire. On a plutôt tendance à récupérer la donnée first party des annonceurs pour avoir une base qui est mesurée, qui est pour le coup déterministe, et pouvoir l'utiliser pour extrapoler avec de la donnée agrégée et d'aller faire des études pour mesurer justement les parcours et l'efficience qu'on a sur le plan de communication. Pourquoi on en arrive à ce type de mesure et comment on le fait? C'est qu'aujourd'hui, on a une capacité technique qui répond aux enjeux médias. Quand on se pose la question de aujourd'hui, justement, comme je disais, toutes les données ne sont plus mesurables et toutes les datas ne sont plus trackables. C'est pour ça qu'on a aujourd'hui des solutions de modélisation qui sont de plus en plus puissantes et performantes. Grâce à l'IA, on a des algorithmes qui vont nous permettre d'avoir des réponses aux questions qu'on se pose de manière beaucoup plus rapide et de mesurer l'ensemble d'un plan média avec comme je disais, des résultats qui peuvent être à la maille soit hebdomadaires, soit même quotidiennes selon les données qu'on va utiliser. On a également la possibilité d'avoir l'impact des données de parcours offline qu'on va pouvoir récupérer et modéliser, extrapoler pour pouvoir vraiment avoir une attribution qui est on-off et donc avoir une vision holistique de l'ensemble du plan sur la performance. Donc la solution, sans plus attendre, qu'on a créée chez DBI, qui s'appelle donc AI Measurement. L'objectif de cette solution-là, c'est déjà tout d'abord d'assurer une confidentialité des données parce que, comme je l'ai expliqué, on se base sur de la donnée agrégée. Et ce qu'on souhaite faire, c'est répondre à des questions type quel est le ROI de chacun de mes leviers que j'ai activés dans mon plan? Est-ce que j'ai une allocation de budget qui est optimale? Et quelles sont les synergies que je vais pouvoir avoir entre mes différents leviers quand je vais activer un plan média pour pouvoir mieux mesurer l'attribution de chacun de ces leviers-là et pouvoir faire une réallocation pour pouvoir optimiser mon plan tout au long de l'année. Les questions donc, auxquelles on répond, comme je disais, c'est assez proche de ce qu'on peut avoir sur un MMM, mais de manière plus granulaire, mais avec une donnée qui est moins exogène. On va prendre en données d'entrée tous les investissements médias qui sont réalisés et tous les KPI qu'on souhaite mesurer. Ça peut être du lead, ça peut être de la vente online, de la vente offline, omnicanal. Et une fois qu'on a cette donnée-là, on va pouvoir modéliser justement l'apport l'allocation des KPI qu'on souhaite mesurer sur les leviers qui ont été activés et donc calculer un ROI par canal, calculer la contribution de chacun des leviers sur ma performance et ensuite rentrer dans la granularité levier par levier en intra-levier, comment je vais pouvoir aller chercher des enseignements qui vont me permettre d'aller faire de l'optimisation. Est-ce que le haut de funnel, mon branding, va impacter ma perf? Est-ce que mon offline, quel est le poids du offline sur le online? Et du coup, quelles sont les actions que je vais devoir mettre en place par rapport aux enseignements que je peux tirer? Donc, les actions évidentes, c'est de la réallocation budgétaire entre mes leviers. Si je constate que j'ai une forte synergie entre la télé et le search, mais que le social, un exemple fictif à moins de poids, je vais pouvoir faire une allocation à la maille des leviers. Au niveau des campagnes sur le digital, on le verra après, on a une allocation qui est très précise et donc on va pouvoir faire aussi intra-levier des réallocations budgétaires sur le display, sur le search, sur le social, sur la vidéo pour pouvoir avoir un plan qui est toujours plus efficient et jouer les leviers qui vont fonctionner le mieux ensemble, toujours pour avoir une synergie qui va être efficace. Donc maintenant, comment ça fonctionne? Je rentre un petit peu dans la machine et puis Lucas expliquera bien aussi tout à l'heure de manière plus détaillée. On a créé cette solution basée sur deux algorithmes du marché, le Regression Based Attribution et le Multi-Touch Attribution. Le premier, le RBA, a pour vocation à allouer tous les KPI, le KPI qu'on souhaite mesurer, à la maille des leviers. Donc, je prends un exemple. J'ai eu la semaine dernière 1000 ventes avec un plan média qui peut comporter de la télé, de la radio, de la presse et du digital. On part des ventes, le RBA part des ventes et va les allouer à tous les différents leviers en se basant sur un historique de 1 an à 2 ans, à une maille hebdomadaire qui permet de modéliser
quelle est la part des ventes qui sont attribuées à chacun des leviers. Donc, premièrement, ce qui est très intéressant, c'est qu'en faisant cette approche-là, on part des ventes finales, donc on enlève toute la contrainte de mesure qu'on a aujourd'hui sur les outils qui ne mesurent pas toutes les conversions. Par définition, toutes les données non consenties ne sont pas prises en compte dans les outils de mesure. Donc, quand je vais mesurer l'impact de mon plan dans un outil qui prend en compte le consentement utilisateur, on estime que, selon les opt-in, c'est 60% à peu près des données qui vont remonter dans l'outil. Ensuite, on a tout ce qui n'est plus mesuré par des contraintes techniques. Tout ce qu'on appelle le post-impression, j'ai été exposé sur une campagne sur le social, j'ai un parcours qui est fait 2 jours après sur un autre device. Je ne vais pas pouvoir attribuer ma campagne à ma conversion, ma campagne qui a été faite sur le social. Et enfin, le fait de partir donc des ventes finales et de les attribuer au levier, ça nous permet donc vraiment de s'affranchir de ces contraintes techniques et aussi d'avoir une version complètement dédupliquée de l'attribution parce qu'on attribue toutes les conversions à tous les leviers en une seule fois. Une fois qu'on a fait cette première passe sur le ABA, donc là, ça nous permet vraiment de modéliser l'ensemble des KPI sur tous les leviers on et off. On a le deuxième algo qui est le multi-touch attribution pour la partie digitale, où là, pour le coup, on rentre vraiment dans la granularité. Le ABA s'arrête à la maille des leviers. Le MTA va aller vraiment au niveau très précis des campagnes. Donc, si je prends un exemple sur le display, le ABA m'a dit que sur les 1000 conversions, j'en ai 200 qui vont être attribuées au display. Sur les 200 attribués au display, le MTA va nous dire sur quelle campagne, si j'ai eu 5 campagnes, ça va être réparti sur les 5 campagnes, quelles sont les audiences qui ont été concernées, la créa, les placements, et ça nous permet d'avoir une vue beaucoup plus précise de l'impact publicitaire sur la performance, et c'est cette mesure qui nous permet ensuite d'avoir intra-levier, une optimisation qui va être faite au niveau des audiences, des créas, des placements, de l'inventaire, et donc la combinaison de ces 2 algos nous permet vraiment de faire une meilleure optimisation de l'allocation budgétaire tout au long de l'année, avec cette vision qui est très top-line avec le ABA et très micro avec le MTA. Donc, pour terminer, on voit qu'on a une complémentarité des algorithmes qui nous permet de sortir la solution IAM. Et les 4 points à retenir, c'est que c'est une solution qui est privacy by design parce qu'on se base sur de la modélisation et donc on ne se base pas sur de la donnée personnelle. Donc, l'avantage, comme je le disais, c'est d'avoir l'ensemble du scope du plan média qui est mesuré et sur lequel on va pouvoir allouer 100% des conversions quand on se base sur une base CRM, par exemple. C'est une mesure qui est unifiée. Et ça, c'est très important parce qu'on sait aujourd'hui qu'on a beaucoup de leviers qui sont très minorés dans l'allocation budgétaire, dans l'attribution, parce que tous les leviers display, en général, ne sont pas mesurés dans les outils d'attribution parce que techniquement, on ne peut plus le faire. C'est une solution qui est online et offline. On récupère des données d'investissement de l'ensemble du plan, donc y compris la télé, la radio, la presse, l'outdoor, et également les conversions offline quand elles sont mesurées. Et donc, c'est inscrit dans la modélisation pour avoir vraiment une vision holistique de l'impact du plan sur la performance. Et enfin, c'est un outil qui déduplique les conversions. J'ai des exemples de clients qui ont des modèles d'attribution à la clic entre l'acquisition, entre la vidéo, entre le social, entre le search. Sur 1000 conversions, chacun s'attribue 500 conversions, puis à la fin, on en a 2000. Et donc, le CEO, quand il voit ça, va dire moi, j'ai 1000 conversions avec un chiffre d'affaires engendré, et quand je vous vois mes leviers par levier, j'en ai 2000 parce que chacun s'attribue les conversions avec le last click, et évidemment, ce n'est pas une vision qui est proche de la réalité. Donc, le fait d'avoir quelque chose de dupliqué qui part des conversions pour les attribuer au levier et non pas l'inverse, ça nous permet d'avoir une vue précise et complète de l'ensemble des canaux sur la perf. Voilà, je vais maintenant passer la main à Edith et Étienne pour vous rentrer un peu dans le détail du cas Club Med. Merci. Que ça fonctionne. Ouais. Alors bonjour à tous, je suis Étienne de Fumel, je suis déjà chez Avast DVI et j'accompagne le Club Med depuis un peu plus de 2 ans sur les sujets data marketing. Et je suis ravi qu'Edith a accepté de venir pour témoigner de l'implémentation de ce type de modèle au Club Med. Alors, Edith, je peux te laisser te présenter et puis expliquer aussi ton rôle, ton métier, qui est hyper important dans l'adoption des sujets et des produits IA comme ça. Merci. Bonjour à tous. Je suis aussi ravie d'être avec vous. Donc moi, je travaille au Club Med dans la direction data et intelligence artificielle. Donc, je suis responsable monde des produits IA et de l'adoption. En 2 mots, mon rôle, c'est de
travailler avec les métiers, de comprendre leurs besoins, leurs points de douleur et savoir quelles sont les opportunités qui peuvent les aider en termes d'IA et de data. Et donc, de faire le lien avec les équipes techniques pour leur délivrer ces solutions et s'assurer à la fin qu'ils sont bien adoptés, bien utilisés. Et donc, dans ce cadre, on travaillait beaucoup avec les équipes médias. Et leurs besoins, enfin, en tout cas, un de leurs besoins, c'est justement, comme vous l'avez expliqué en introduction, c'est de comprendre la contribution des différents leviers, des différentes interactions sur le parcours et de savoir quelle est l'attribution, la contribution des différents leviers sur les performances des campagnes. Et nous, la particularité, en tout cas, du parcours d'achat au Club Med, c'est que c'est très omnicanal. On a à peu près 62% des interactions qui impliquent un contact humain, donc que ce soit au call center, aux agences, donc qui se passe en offline et sur lequel on était aveugle jusque-là. Parce qu'effectivement, on avait donc une vision sur le parcours online, mais c'était surtout un parcours, c'était une attribution plutôt last click. Aujourd'hui, avec GA4, on est capable d'avoir cette vision plutôt data-driven, mais on reste quand même focus sur le online. Et donc, le besoin des équipes marketing, c'est justement d'avoir cette vision 360 de ce qui se passe sur tout le parcours omnicanal et de réconcilier toutes ces interactions et toutes les expositions publicitaires jusqu'à la conversion finale. Et donc, de comprendre quelle est la contribution des différents leviers. Et c'est dans ce cadre donc, on en a parlé avec Google et qu'ils nous ont mis en contact avec plusieurs partenaires, dont DBI, qui nous a convaincus donc, de par son expertise média, mais aussi parce qu'ils avaient une proposition qui, en amont, proposait en tout cas une partie analytique qui était très importante pour nous. Et un cas qui nous a séduit aussi, similaire, donc que vous avez déjà travaillé sur Hyundai. Qu'on va voir juste après. Avant de rentrer dans le détail de comment est-ce que ce produit IA a été pris en main par les équipes médias, on voulait vous partager quelques résultats pour que vous puissiez matérialiser la manière dont on peut intégrer des touchpoints offline dans un parcours et la manière dont ça peut avoir un impact sur les plans médias, sur l'optimisation des budgets. Alors là, je te laisse à nouveau, Edith, peut-être présenter ce que le Club Med peut avoir maintenant, qu'il dispose de l'outil à mesurement et qu'il n'avait pas précédemment entre les mains. Donc effectivement, ce modèle nous permet de voir des chiffres et des nouvelles méthodes de mesure qu'on n'avait pas avant et des informations dont on ne disposait pas du tout avant. Donc par exemple, là, les volumes de ventes qui ont été analysés dans le modèle ont été multipliés par 3 parce que là, effectivement, on a la vision globale de tout le parcours online et offline. On voit aussi que, par exemple, 50 000 options qui sont faites en agence physique peuvent être attribuées à un canal marketing. Ça, c'est une information qu'on n'avait pas du tout avant. Pareil pour le ROAS. Donc là, on voit qu'à travers ce modèle, ce ROAS a été revalorisé jusqu'à 5 fois si on arrive à tenir compte du coup des canaux online et offline. Et pareil pour les campagnes de performance max, le ROS a été multiplié par 43 par rapport à un modèle classique d'attribution post-click. Sur ce dernier point, si on peut illustrer un peu sur le ROS des campagnes performance max, et qu'on prend l'exemple de Stéphane de tout à l'heure sur l'achat de son téléphone portable. En fait, ça veut dire que en intégrant dans le modèle d'attribution les ventes qui sont faites en magasin, les ventes qui peuvent être faites par call center, en plus des ventes qui sont faites en digital, mais on se rend compte que certaines campagnes digitales, du YouTube, du search, etc., sont aussi présentes dans des parcours d'achat de personnes qui vont se rendre en agence au Club Med ou pour poser une option ou pour finalement acheter un voyage. Donc c'est comme ça qu'on arrive à avoir une vision la plus proche de la réalité de la contribution de chacun des médias sur l'ensemble des ventes. Alors pour en arriver là, il y a eu un petit peu de boulot de la part. Au moins un an de travail ensemble. Voilà, jusqu'à ce résultat, au moins un an de travail entre l'implémentation technique, les premières analyses et puis la mise à disposition du produit dans les mains des équipes métiers. Et c'est le rôle, entre autres, d'Edith qui est hyper important pour qu'on puisse livrer un produit qui soit utilisable
par les équipes métiers, qui répondent vraiment à leurs besoins. Et ce qu'on voulait témoigner aujourd'hui, c'est la manière dont quand je dis on, l'agence et le Club Med, ont accompagné les équipes médias, les équipes CRM à prendre en main ce produit-là. Oui, tout à fait. Donc, effectivement, il y a eu plein de challenges sur le parcours. Donc, on parlait tout à l'heure de la partie analytique. Donc, déjà, on a commencé par travailler vraiment cette partie data. Donc, qu'est-ce qui va alimenter ce modèle? Donc, là, on a travaillé aussi avec les métiers pour comprendre déjà quels sont leurs leviers, donc en termes de canaux, de sources, de campagnes, d'investissement, mais aussi quelles sont les ventes qu'il faut prendre en compte dans ce modèle. Donc, toutes les interactions web, les appels entrants, toutes les options qui sont faites en agence ou en ligne. Donc, faire vraiment le mapping de toutes les données qu'on a à disposition et de savoir quelle est la qualité de ces données et l'accessibilité. Parce que, par exemple, pour les données de campagne, il a fallu s'assurer que c'était bien harmonisé, qu'on respectait bien la nomenclature. Sur les données online d'investissement, on avait déjà un process automatique qui permettait de récupérer ces données, mais pour tout ce qui est offline, c'était fait manuellement. Donc, il a fallu aussi mettre en place quelque chose d'automatique pour récupérer les informations dans le modèle. Après, sur la partie IA, donc là, on a utilisé des modèles sur étagère, donc comme l'a expliqué Thomas, mais il a fallu quand même les adapter aux spécificités du Club Med, du parcours qui est assez complexe. Et après, le dernier challenge, une fois qu'on a vraiment construit ce parti modèle et qu'on l'a livré, bah, il y a toute la partie adoption au niveau des métiers. Mais ça commence pas vraiment à la fin, en fait. Il faut vraiment le prendre en compte dès le début, donc impliquer les métiers dès le début pour comprendre leurs besoins, pour leur construire un modèle qui corresponde vraiment à leurs usages et les impliquer tout au long du parcours aux différentes étapes. Et même quand on est en train de construire la partie technique du modèle, il ne faut pas se dire bah, cette partie-là, en fait, on la laisse vraiment aux experts. Mais là, il faut vraiment les impliquer, au moins pour leur donner l'avancement du projet, mais aussi pour leur expliquer ce qui se passe derrière le modèle. Donc, bien sûr, en vulgarisant et en simplifiant, mais pour pas que ça fasse effet boîte noire, parce que, comme on l'a vu, au final, les résultats qui sortent de ce modèle, c'est quelque chose de différent par rapport à ce qu'ils avaient avant l'habitude de voir et de mesurer. Donc, forcément, ils vont challenger les résultats dès qu'ils les voient. Mais s'ils ont confiance dans le modèle avant, s'ils ont compris comment ça fonctionnait, quelle est la logique derrière, ils seront plus convaincus et plus confiants. Ouais, c'est ça l'un des enjeux principaux. Alors, avec le Club Med, la tâche était avancée parce que vous avez déjà une Data Factory, donc une équipe qui est là pour délivrer des projets data, les industrialiser. Donc ça simplifie la tâche. Certains produits data étaient déjà existants, comme je pense à la table omnicanal, qui est un produit qui avait été développé avant iMesurement. La table omnicanal, c'est une table qui résume les parcours sans modèle d'attribution derrière, mais qui fait le lien entre les parcours online et offline. Donc, on servi de ces produits-là, servi des investissements que vous avez déjà dans la plateforme, comme tu disais tout à l'heure. Donc, l'accompagnement que l'on fait et que l'on a opéré avec le Club Med, c'est aussi utiliser les assets que le client, que le Club Med dispose déjà pour construire ces modèles-là. Pour nous en dire un petit peu plus sur l'adoption, est-ce que tu pourrais expliquer les rituels, les manières de faire qui ont été mises en place avec les équipes métiers et pendant la construction, et peut-être pour aller plus loin maintenant que le produit est disponible? Effectivement, donc comme je disais, donc on a commencé vraiment avec les métiers dès le début. Donc nous, on a en fait une organisation centrale. Donc on a une équipe média qui gère les sujets médias au global, mais on a aussi travaillé avec un marché pilote, donc c'est la France, parce que c'est le pays qui a le plus d'investissements, le plus de leviers, le plus de ventes. Donc c'était aussi intéressant d'avoir cette vision 360 dès le début. Et donc, dès le début du projet, on a vraiment impliqué tout le monde en centrale et en marché. Et on est parti donc de la collecte des besoins, de savoir comment eux, ils vont utiliser ce produit, quel est leur besoin, leur usage. Et donc, on les a impliqués sur la partie data, sur la partie IA, mais aussi sur la partie visualisation, parce que là, c'est aussi quelque chose d'important aussi pour eux. C'est vraiment l'outil final qu'ils vont utiliser
qui va leur servir de pilotage au final. Et donc, c'était aussi important de les impliquer sur comment le rendu doit être pour que ça soit le plus facile à prendre en main et à exploiter pour eux. Et donc, voilà, ça, c'est plutôt des ateliers opérationnels qu'on fait avec les équipes impliquées, mais on a aussi des instances un peu plus haut niveau, donc de comités de pilotage avec vraiment les marketing managers pour aussi valider les grandes étapes, s'assurer qu'on va bien dans la bonne direction, qu'on prend bien en compte les enjeux stratégiques. Et on savait aussi quels allaient être les marchés candidats après. Donc, on les a aussi impliqués dès le début dans les discussions, pas forcément dans les discussions opérationnelles, mais au moins les discussions stratégiques pour qu'ils comprennent dès le début quel est le rôle de l'outil, comment ça fonctionne et comment ça allait être utilisé. Et donc, de commencer à les convaincre dès maintenant, même s'ils n'ont pas encore le produit adapté à leur marché, mais qu'ils connaissent déjà comment ça marche et qu'ils voient aussi comment la France participe et utilise donc ce produit pour qu'ils soient aussi convaincus dès le début et qu'après, quand on va passer au marché d'après, on a juste à récupérer leur data, adapter le modèle et leur mettre à disposition. Donc là, aujourd'hui, donc l'enjeu, c'est on a déjà le dashboard qui est prêt, l'outil qui tourne. Donc là, on accompagne donc les équipes marketing France pour l'utiliser concrètement. Donc, comment on analyse les résultats du dashboard, quels sont les macro insights qu'on va en tirer, si on veut aller plus dans les détails, donc qu'est-ce que ça veut dire, comment maintenant on va pouvoir piloter les budgets et donc concrètement optimiser notre mix média. Et puis voir après, donc avec les prochains marchés, comment on peut déployer et collecter leurs data d'une manière automatique. Donc voilà, on a été scruté par toute la ligne, depuis les opérationnels, les traders, jusqu'au CMO de Club Med Global. Ce qui fonctionne bien au Club Med, c'est la qualité de la donnée et l'alignement de cette qualité de la donnée entre les différents pays qui permettra de déployer le produit, comme tu disais, sur là on a l'Europe, les US peut-être après, d'autres pays. Vous avez déjà une roadmap l'Asie du Sud-Est, oui, effectivement, ils ont aussi, enfin la Malaisie, Singapour, ils sont intéressés aussi, donc c'est aussi des discussions qui sont en cours pour justement leur déployer ce modèle. Très bien. Merci beaucoup, Edith. Je suis ravi d'introduire cette prochaine session. On voulait prendre 5 minutes pour replacer la solution AIM dans la vision qu'on a chez Google de la mesure et du futur de la mesure. Donc je commence par me présenter. Donc, je m'appelle Maxime, je travaille sur les sujets de mesure de l'impact du média chez Google. Donc, je travaille sur toutes les solutions de mesure qui essaient d'évaluer l'impact du média sur les ventes. Donc, c'est principalement les MMM, les incrémentalités et les solutions d'attribution. Et donc, j'accompagne les annonceurs sur la mise en place de ces solutions et je travaille avec l'écosystème de partenaires qui proposent des solutions sur ces sujets. Je voulais introduire cette session par ce chiffre de 54%, qui illustre en fait à quel point cet écosystème de mesure s'est complexifié ces dernières années. C'est globalement les 54%, le taux d'opt-in d'après le benchmark d'Idomi en France en 2023. Ce qui signifie en fait qu'on a globalement une perte de visibilité sur les conversions et sur le parcours d'achat de ces utilisateurs. Et donc, on passe d'un monde où on avait une promesse d'avoir une vision sur le parcours d'achat, une vision exhaustive sur le parcours d'achat de l'ensemble des conversions online, à un monde dans lequel en fait on a perdu cette vue et on va être obligé de la combler avec des approches probabilistes. Et donc aujourd'hui, chez Google, nous, notre vision, c'est que le futur de la mesure, il s'articule autour de 3 grandes solutions. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ce triptyque de la mesure, mais globalement, donc, on a 2 anciennes solutions de mesure qui existent depuis très longtemps, qui étaient un peu qui ont été un petit peu écartées ces dernières années au profit du MTMI et qui reviennent sur le devant de la scène, que sont les marketing mix modeling, qui sont des solutions d'économétrie qui mesurent l'impact justement de tous les leviers marketing et médias sur les ventes, les tests d'incrémentalité, et qui viennent justement compléter ces solutions d'attribution qui sont dégradées par la perte de visibilité sur les parcours de conversion.
pourquoi aujourd'hui on pense que la meilleure approche, c'est une combinaison de ces approches, c'est que chacune de ces trois solutions ont des défauts. Donc, on l'a vu pour l'attribution, c'est cette perte de visibilité. Les tests d'incrémentalité, comme ce sont des tests, en fait, nous, derrière, ce qu'on met, c'est généralement des sortes d'AB tests géographiques qu'on appelle des conversion lift geo-based. Comme tous les tests, on ne peut pas en faire à l'infini et on ne peut pas tout tester. Donc, malgré leur caractère assez précis, ce n'est pas une solution qu'on peut scaler. Et les MMM, ça reste une solution qui est assez macro, qui est statistique et donc qui peut avoir des défauts, qui n'est pas forcément hyper granulaire et qu'on ne peut pas mettre à jour. En tout cas, on n'a pas de temps réel. Donc, pour nous, la vraie solution, elle se trouve entre ces trois solutions et chacune de ces solutions va pouvoir bénéficier de l'apport des autres. Et donc, le message que je voulais faire passer dans cette introduction, c'est que l'attribution n'est pas du tout morte. Au contraire, en fait, aujourd'hui, il y a plein de choses qui font que, à la fois, elle reste une solution particulièrement pertinente et en fait, elle va aussi bénéficier des deux autres pour devenir plus robuste. On va dire que pour moi, les deux principaux éléments qui font que ça reste une solution particulièrement puissante, c'est que c'est la seule solution à travers de laquelle on peut avoir des résultats en temps réel. Parce qu'elle est connectée directement en campagne. On a la donnée qui est utilisée pour mesurer qui arrive en temps réel. Et le second point, c'est que c'est aussi la seule solution de mesure qui est directement connectée aux outils d'achat média. Et donc, en fait, ce signal-là vient permettre d'optimiser en temps réel les campagnes. Et donc, pour nous, demain, on pense que ces solutions d'attribution, elles peuvent être améliorées via des approches économétriques pour justement compléter la partie qu'on a entre guillemets perdue en termes de visibilité via des approches plutôt probabilistes que sont les MMM, les approches économétriques. Et donc, c'est exactement l'essence du RBA. Et ce pourquoi nous, on pense qu'aujourd'hui, le futur de la mesure se trouve entre ces deux solutions. Est-ce que vous avez des questions sur cette introduction? Ça vous paraît clair? Je vous laisse la main pour enchaîner. Yes, merci. Du coup, moi, je suis Lucas Rouget, je suis Data Consulting Manager chez Avast DBI et j'ai eu le plaisir d'accompagner Hyundai pendant 1 an et demi sur la mise en place, entre autres, d'AIM. Donc, voilà, je te laisse présenter aussi. Bonjour à tous, moi c'est Pierre-Marie, je travaille exclusivement sur GMP et notamment sur Analytics, je ne sais pas si vous m'entendez dans le micro. Donc il y a la commercialisation notamment de la version 360, la version Enterprise d'Analytics avec nos partenaires qui revendent la solution sur le marché, dont fait partie DBI. Enchanté à tous ceux que je ne connais pas. Et donc, juste pour finaliser cette transition, en fait, nous, de notre point de vue, la solution AIM se trouve vraiment à l'intersection entre des approches économétriques et des approches d'attribution, et c'est pour ça qu'on pense que cette solution est particulièrement intéressante. Mais donc, je te laisse peut-être présenter le contexte. Yes. Donc, effectivement, en termes de contexte, ça fait longtemps qu'on travaille avec Hyundai. Ça a commencé en 2022, entre 2021 et 2022, avec un proof of concept sur la partie attribution. Donc, en termes de résultats sur ce proof of concept, on s'est rendu compte qu'on avait déjà une meilleure compréhension de la contribution de chaque levier sur le business. C'était la principale problématique qu'ils voulaient adresser avec ça. On a pu mettre en place des études aussi spécifiques sur la mesure télé. Donc, c'est de comprendre un petit peu qu'est-ce que la télé pourrait amener en termes de visite sur le site, en termes de lead et en termes de vente derrière. Et en travaillant sur ces modèles, on a aussi permis de construire des audiences, donc sur des audiences qui ressemblent finalement à des parcours acheteurs. Quand on arrive à identifier les parcours acheteurs, ce qui est nécessaire pour faire de l'attribution, on peut aussi derrière créer des audiences prédictives sur les nouveaux visiteurs qui ont des parcours qui ressemblent à ceux des acheteurs. C'est ce qu'on a pu faire et on a vu sur le média une augmentation de 29% du click-to-rate et une baisse de 7% du coût par clic sur certaines campagnes en display programmatique. L'objectif maintenant, depuis 2023, c'est de travailler sur l'industrialisation de ce modèle. Donc, on a un gros projet avec Hyundai qui est vraiment un projet de transformation data à grande échelle. Et parmi ces projets-là, il y a effectivement AIM avec l'industrialisation de ce proof of concept. Cette fois-ci vise à descendre beaucoup plus en granularité dans les leviers qu'on analyse et aussi à prendre en compte
plus de leviers dans l'analyse plutôt macro RBA. Donc, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur justement l'origine de cette problématique et le besoin qu'avait Hyundai d'aller plus en granularité dans ses résultats? Alors, le premier point, si tu passes sur la slide d'après, c'est qu'effectivement, l'objectif principal de Hyundai, c'est de pouvoir mesurer l'impact des actions marketing sur la génération de business. Donc, en fait, ça va passer par le fait de croiser plusieurs types de métriques avec plusieurs types de dimensions dans une visualisation. Donc, on va avoir des métriques relativement larges et on va finalement vouloir descendre petit à petit vers des choses très, très spécifiques. Donc, on va commencer sur les coûts. Donc, quel a été le coût total, le budget dépensé sur chaque levier, que ce soit des leviers online ou des leviers offline. Ça va être aussi les impressions, généralement les clics, les vidéos vues, le view-through, mais aussi voilà, les sessions engagées. Donc là, on commence à arriver plutôt sur j'arrive à suivre la personne depuis mon levier média jusqu'à mon site web. Et ensuite, sur le site, combien de leads ont été générés et combien de ventes derrière cela a donné dans le CRM. Donc, on a vraiment un besoin de suivi en fait de l'utilisateur tout au long du parcours. Et en termes de dimension, donc on va partir, on a besoin d'une vision très très globale. Donc finalement, mon online vs mon offline, mon levier 1, mon display versus mon paid search versus mes events, mon OOH et ma TV. On va avoir les différentes stratégies de com. Ils ont différentes stratégies chez Hyundai entre des stratégies plutôt branding, plutôt engagement et plutôt conversion, campagne par campagne, placement par placement, ad group par ad group, au niveau du keyword, au niveau des créas, des formats. Donc là, on a des besoins qui sont plus effectivement stratégiques et des besoins qui vont être plus de l'ordre de l'opérationnel pour optimiser au quotidien. Et alors, effectivement, ça pose des problèmes. Quand on veut faire ce type d'analyse, le premier problème à laquelle on va se heurter, c'est l'attribution last click, donc qui est en fait aujourd'hui quand même beaucoup utilisée encore par les opérationnels. Mais on se rend compte qu'elle ne rend pas forcément hommage à certains leviers, notamment quand on veut, comme le disait Thomas tout à l'heure, avoir une vision d'ensemble. Aujourd'hui, quand on demande aux équipes display, elles vont utiliser principalement, elles utilisaient en tout cas avant sur GA du CM modèle, ce qui avait tendance à réattribuer en fait tous les leads à ce qui provient de Campaign Manager, donc aux sources display. Aujourd'hui, sur GA4, elle se retrouve maintenant avec des modèles qui vont regrouper en fait tous les leads et qui vont les dispatcher aux différents leviers. Donc, elles perdent beaucoup de leads sur ces modèles-là si elles analysent en last click. L'objectif, c'est de retrouver en fait des conversions attribuées sur les leviers display, les leviers social, qui sont plutôt du lead funnel, pour montrer la contribution de ces leviers-là sur les leads et les ventes. L'autre problème qu'on va avoir, c'est des problèmes plus de suivi de données. Donc, chez Hyundai, les personnes vont en concession pour faire l'achat. Et on se rend compte que souvent, on perd en fait le lien entre le lead d'origine et la vente en concession, puisque typiquement, les commerciaux vont pas forcément réutiliser l'opportunité dans le CRM, pas forcément raccrocher la vente et le contrat à cette opportunité-là. Donc, on perd de la donnée, on perd en fait le fil à cause du manque de données déterministes. Donc, c'est aussi le prochain point. Les données déterministes sont de moins en moins, donc il y a la perte des cookies tiers qui empêche de suivre un utilisateur sur plusieurs domaines. On a aussi l'acceptation des cookies sur le site, donc là qui va nous empêcher d'avoir certaines données. On a aussi l'utilisation des ads bloqueurs qui bloquent l'ensemble des envois sur les outils analytics. Donc, c'est autant de données qu'on va perdre. Donc, on va perdre du cross-site, on va perdre du cross-device, on va avoir du mal à suivre l'utilisateur entre les leviers online et offline. Donc, c'est beaucoup de choses qui empêchent aussi d'avoir une vision complète sur le parcours utilisateur et du coup sur l'attribution. Et enfin, voilà, il y a les modèles économétriques qu'on peut utiliser type MMM, on en a parlé. Et quand on se repose uniquement sur cette vision-là, le problème, c'est qu'on n'est pas assez granulaire. C'est des modèles qui ont besoin quand même de prendre un certain recul pour gagner en fiabilité. Donc là, c'est aussi pour les opérationnels au day-to-day, c'est pas forcément ce qui va permettre non plus d'optimiser la campagne, la créa et de faire de la B-test. Donc, on a cette solution, effectivement, AIM qui va un peu montrer le meilleur des deux mondes. C'est-à-dire qu'on va avoir la partie MTA qui, elle, va être déterministe, repose donc sur des ID, sur un suivi d'utilisateur et qui va être hyper granulaire. Le problème de cette solution, c'est qu'elle a un scope limité, elle n'est pas aussi exhaustive que l'autre. C'est-à-dire qu'elle ne va pas en fait permettre notamment d'avoir une vision qui est totalement dédupliquée du user, une vision sur dédupliquer des
des canaux online et offline. Donc ça va être limité là-dessus. Par contre, c'est hyper granulaire sur la partie on-site notamment. On est capable de descendre jusqu'au placement et jusqu'au format. Donc ça permet effectivement de faire beaucoup de choses en optimisation. Et à côté, on a RBA justement qui vient en fait apporter cette vision 360 marketing sur l'attribution. Donc on est sur un modèle qui est probabiliste, c'est effectivement modélisé, et on va pouvoir alors avoir donc ce scope 360 avec l'ensemble des leviers online et offline. Par contre, on ne sera pas aussi granulaire sur l'ensemble des leviers. Donc l'intelligence en fait d'AIM, ça va être d'avoir une vision très granulaire basée sur du probabiliste qui permet de mapper l'ensemble des ventes et l'ensemble des leads sur les leviers à une masse une granularité assez épaisse. Et on va avoir, en fait, quand on va zoomer sur chacun des leviers, derrière, beaucoup plus de granularité, mais avec une vision qui est probabiliste et qui permet de piloter au quotidien. Merci. Et donc, si on revient à ce que vous avez fait chez Hyundai, est-ce que tu peux nous raconter un peu comment ça s'est passé et quelles ont été les différentes étapes du projet et ce que vous avez mis en place concrètement? Alors, la première étape, effectivement, c'était de construire une architecture. Donc, on adresse cette archi pas que pour IAM chez Hyundai. On a beaucoup d'autres projets qui nécessitent de mettre en place une architecture. Donc, on a choisi Google Cloud Platform pour ce faire parce qu'on avait besoin d'une archi qui soit à la fois flexible et à la fois très sécure. Donc, on a été attiré par les capacités de la plateforme à répondre à ces besoins-là. Et en fait, le premier besoin qu'on a eu sur AIM spécifiquement, c'est la collecte de données, donc notamment sur la partie MTA, qui est la partie déterministe. On a dû finalement remonter l'ID des différentes plateformes, donc faire tout un jeu de remonter l'ID pour faire en sorte de remonter toutes les données des plateformes médias, donc d'achat média type DV360, Meta, Google Ads, Snapchat, TikTok, etc. De remonter l'ensemble des ID des plateformes d'ad serving, donc CM360 et aussi sur Chat, plateforme d'ad serving, mais on se comprend, de remonter ces ID dans les plateformes d'achat média pour avoir un lien en fait total entre l'ad serving et la plateforme d'achat. Et derrière, l'idée c'est de remonter ces ID de placement, donc de l'ad server, dans Google Analytics au moment où il y a une visite. C'est-à-dire que le moment où j'ai un clic, j'ai un paramètre d'URL finalement dans mon lien de destination de campagne, qui permet d'envoyer en fait le lien de placement directement dans les données Google Analytics 4 pour pouvoir récupérer ensuite sur Google Cloud Platform et dans BigQuery quand on fera les analyses. Et en parallèle, quand quelqu'un remplit un formulaire sur le site web, on a un événement qui est envoyé en fait dans le CRM, et ça permet de récupérer aussi le client ID du visiteur, ce qui nous permet derrière de faire du matching entre les visiteurs online et le lead, et pouvoir derrière aller jusqu'à la vente en suivant l'activité solide dans le CRM, et de pouvoir in fine faire un matching. Dans GCP, derrière, on va avoir donc toute la partie stockage avec Cloud Storage, on prépare les données, on les clean, on les analyse avec BigQuery, et derrière, on a toute la partie modélisation qui est réalisée avec Vertex AI, donc la brique AI du coup de GCP. Et ensuite, c'est l'envoi des données se fait sur les dashboards qui sont hébergés donc chez Power BI pour Hyundai. Et on a du reporting qui est fait aussi sur Excel. Les reportings qui sont basés sur les données du dashboard Power BI et qui sont sortis sur Excel pour des reportings monthly, par exemple. Et donc, justement, nous, on voulait aussi faire un petit focus sur pourquoi GA4 et pourquoi GA4 est important dans ce dispositif. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, Pierre-Marie? Yes, merci Maxime. Avant de rentrer dans le détail de cette slide, tout le monde est à l'aise avec GA4. Qui pratique GA4 a déjà pratiqué Google Analytics dans la salle? Ah, quand même. Okay, merci. Et l'export BigQuery de Google Analytics aussi, vous êtes plus familier? Non, c'est déjà un peu plus dans le détail. Mais dans le dispositif AIM, GA4, il est important pour 4 raisons. Alors, GA4, il n'est pas parfait, ceux qui le pratiquent le savent, mais il a quand même beaucoup de qualités. Et la première qualité qu'on y voit, c'est que c'est de la donnée qui est très granulaire. Et tu le disais, c'est important pour la partie MTA de AIM.
et elle est brute. Ce que ça veut dire, c'est que c'est de la donnée déterministe qu'on collecte parce qu'on a un consentement, parce qu'on observe, c'est de l'observable là, ou de l'observer. Dessus, on n'applique pas d'échantillonnage, on n'applique pas de modélisation des conversions quand on n'a plus de cookies tiers, exemple sur Safari. On n'applique pas non plus de modélisation comportementale. Ça, c'est quand l'utilisateur ne consent pas à la dépose de cookies sur la petite bannière. Et on a l'exhaustivité de nos données, c'est-à-dire qu'on n'a pas de sujet de cardinalité, etc. Ça, c'est bien la donnée GA4 dans BigQuery qui sert au modèle MTA que construit DBI avec AIM. C'est différent de ce qu'on a dans l'interface. Quand on met ça dans BigQuery, on n'a pas les fonctionnalités de modélisation de conversion comportementale, ce qui fait qu'on se base vraiment sur sa donnée brute, très gradulaire, et c'est pas redressé, quoi. Voilà. Donc ça, c'est le premier point. On a tout dans BigQuery. Le deuxième point, c'est que GA4, c'est un des seuls outils, en tout cas dans notre écosystème Google, qui est cross-canal. Donc il y a nos canaux payants Google, Display, Search, mais il y a aussi du search organique. Il y a aussi les canaux sociaux, si on met un tracking d'UTM, et là-dessus j'ai une petite parenthèse à ouvrir aussi. On a du trafic direct, affilié, referral, etc. Donc c'est pas parfait, mais ça donne une vision macro cross-canal quand on comprend comment la donnée est collectée, etc., qui est quand même assez précieuse et sur laquelle on peut en fait aller greffer des modèles, typiquement aller refaire un modèle d'attribution custom si on veut, puisque la donnée elle est observée, elle n'est pas modélisée par Google. Et bien typiquement on peut recréer le modèle que Google propose dans ses outils, le modèle DDA. On peut refaire son DDA si on veut avec cette donnée-là, en intégrant tous les canaux et pas seulement payant Google. C'est important de le dire. Et la nouveauté qui a été annoncée à Google Marketing Live, c'est que arrive bientôt dans GA4 de la donnée d'impression et de coût qui vient d'autres networks. Donc aujourd'hui, la donnée Google, bien évidemment, on la connecte avec nos autres outils de l'écosystème GNP, Google Ads, mais de la donnée qui vient de Snapchat, de TikTok, de Meta, elle va être intégrée, on ne sait pas exactement sous quelle forme, mais va être intégrée dans GA4. Donc on aura de la donnée de coût et de la donnée d'impression qui vient d'autres networks. Ça, c'est important parce que pour la vision macro que ça donne, c'est top. Et ça ira dans BigQuery. Le troisième point, il est plus de l'ordre du commercial, je dirais. C'est que ça, c'est accessible gratuitement. C'était pas le cas avant. Avant, pour avoir la donnée GA avec toutes les qualités que je viens de donner dans BigQuery, il fallait être en version 360, il fallait payer GA. Aujourd'hui, on n'a pas besoin de le payer et c'est accessible gratuitement pour tout utilisateur GA4. C'est-à-dire que même un client qui n'est pas un client qui a énormément de moyens, que DBI accompagne, on peut lancer ce genre de projet avec la limite juste de volume qui est on a 1 million d'événements par jour qui vont dans BigQuery. Au-delà, si on en veut plus, il faut la version Enterprise. Quand on est vraiment un très gros acteur, généralement, on a une licence GA4 360 et donc on s'affranchit cette limite. Voilà, ça, c'est modulo. Il y a des coûts liés à GCP, BigQuery. Quand on requête la donnée en stock, on a des coûts qui sont assez marginaux parce que c'est pas très cher au volume, mais le message c'est que c'est accessible pour tout le monde. Et le quatrième point, tu l'as dit Lucas, l'avantage c'est que c'est intégré à GCP. Une fois qu'on a de la donnée dans BigQuery, on a accès à Vertex AI, on a accès à plein de briques technologiques pour travailler la donnée telle que vous le faites pour IAM. Et ça c'est très précieux. J'ai juste un dernier point avant de te redonner la parole. Sur la partie, et ça revient sur ce qu'on avait à gauche, est envoyé dans BigQuery et provenant de GA également. En fait, on a toute la donnée qui est dite cookieless. Donc là, on n'est plus dans de la donnée déterministe, observée, etc. Quelqu'un qui implémente consent mode, ça vous parle? Ouais, quelqu'un qui implémente consent mode en version avancée. En fait, il y a des pings, donc des requêtes serveurs qui atterrissent sur les serveurs analytics, qui atterrissent aussi dans BigQuery quand on a fait le linking. Qui ne sont pas liés à un cookie, donc on n'est pas capable de lier ça, on n'est pas capable d'attribuer de manière déterministe. Mais par contre, nous, c'est ce sur quoi on se base pour faire un redressement. On recrée des users, on recrée des sessions, et c'est ce qui fait de la modélisation dans l'interface. Si on revient à BigQuery, une fois qu'on a ces pings, ça veut dire qu'on peut imaginer développer le modèle en se disant on intègre ces données qui sont des données cookieless, qui atterrissent dans BigQuery, et on prend aussi la part des non consentis, puisqu'on a de la donnée qui est sans cookie, mais on a de la donnée et on peut raffiner le modèle et on peut utiliser ça dans le modèle AIM de DBI. À ma connaissance, c'est pas encore forcément intégré, mais c'est quelque chose qui peut permettre pour un client donné qui veut en fait utiliser aussi ces données cookieless d'affiner encore le modèle. Donc c'est un peu une next step. Il y a plein de possibilités encore ouvertes. Je te repasse la parole, Lucas. Merci. Je te laisse nous expliquer comment tout ça nourrit le moteur que vous avez construit, surtout ce moteur-là.
Effectivement, donc si je me concentre sur la partie MTA, donc la partie déterministe, on a 3 principes clés sur le fonctionnement de cet algo chez Hyundai. Le premier principe, c'est que le modèle il est centré sur les leads, c'est-à-dire qu'on attribue les leads et les ventes, et finalement on attribue surtout les leads. Une fois qu'on a une répartition qui a été définie pour un lead sur les différentes sessions, si ce lead derrière permet de générer une vente, bah, la vente va suivre la même répartition. Oui, si j'ai attribué mon lead à 0,5 sur le display, et derrière ça transforme en une vente, bah, j'aurai 0,5 ventes également attribuées au display. Donc on est vraiment basé sur la génération d'opportunités. Le modèle, il est basé sur les parcours qualifiés. Donc ça veut dire que finalement, une session dans le parcours utilisateur aura plus de poids si elle permet de générer des événements qualifiés, donc des événements engageants. Et enfin, le modèle, il est basé sur une fenêtre d'attribution de 30 jours. Donc pour nous, c'est ce qui correspond un peu à un standard dans le milieu de l'automobile, mais c'est tout à fait adaptable, disons, en fonction des clients et en fonction des besoins. Sur des clients, ça sera beaucoup plus court et des clients, ça sera plutôt sur 3 mois, avec toujours la problématique du suivi d'utilisateur dans le temps avec les prix. Donc sur la partie finalement définition des poids de chaque événement, c'est une partie du projet qui est un peu cruciale et où il faut impliquer derrière les parties prenantes. Donc une fois qu'on a collecté les données, qu'on les a nettoyées et qu'on a identifié les KPI, il y a effectivement cette partie modélisation où l'objectif, ça va être de comparer finalement les visites des convertis et les visites des non convertis, les parcours plutôt des convertis et les parcours des non convertis, pour essayer de remarquer un petit peu en fait quelles sont les sessions qui est-ce que dans les parcours des convertis, je remarque plus ou moins de présence de certains événements, ce qui a tendance à montrer qu'il y a une corrélation finalement entre la présence de ces événements dans les parcours et l'acte de conversion. Donc c'est ce qu'on a réalisé. On a pu derrière trouver par exemple que voilà, quand on ouvrait un formulaire de contact, ça pouvait valoir plus de points que si on faisait une recherche concession ou si on avait une haute durée d'engagement durant la session. Donc on a comme ça une grande liste d'événements, on en a une centaine. Ça va jusqu'au est-ce que c'est quel jour de la semaine, à quelle heure ils se connectent, est-ce que c'est plutôt l'après-midi, le matin. On a vraiment beaucoup de variables explicatives dans ce modèle-là, qui sont chacune scorées. Donc là, j'en ai mis quelques-unes pour l'exemple. Et derrière, en fait, une fois qu'on a tout ça, on va pouvoir, pour chaque nouvelle session entrante, lui calculer un score. Et derrière, quand il y a une conversion, on va réattribuer en fonction du poids de chaque score de la session. C'est comme ça qu'on va baser pour avoir notre clé de répartition. C'est en se basant sur la somme, justement, des événements engageants qu'il y a eu sur la session. Donc, sur la slide d'après, on a un petit exemple. J'aime bien les exemples. Donc, on a un exemple de parcours et c'est un vrai exemple qu'on a sur le cas Hyundai. Donc, on a une visite display au 4 janvier, une visite organic search le 8 janvier et une visite paid search le 10 janvier. Sachant que le 10 janvier, on a un lead qui a été fait sur le site. Donc, un lead, on parle de lead last click. Donc, en vision last click, on aura donc 0 lead attribué au display, 0 lead attribué à l'organique et 1 lead attribué au paid search, parce que c'est la session durant laquelle le formulaire a été rempli et soumis. Donc, le modèle, en fait, MTA, il va aller regarder les autres événements qui sont passés durant les sessions. Donc, par exemple, sur la session du display, on a le formulaire qui a été ouvert, mais il n'a pas été rempli. On a un temps passé qui est plus long que sur la dernière visite. La visite du milieu, il y a eu un temps passé très faible. On a beaucoup de hits, donc on a 269 hits sur la session display, contre 108 sur la session organic search et 236 sur la session paid search. Donc on se rend compte que finalement, il s'est passé beaucoup de choses durant cette session, cette première session d'utilisateur en display, malgré le fait qu'il n'y ait pas eu de lead à la fin. Peut-être que la personne était sur mobile, par exemple. On sait que sur mobile, des fois, remplir les formulaires, on est moins à l'aise, on préfère le remplir plus tard sur son ordinateur. Donc, dans une vision last click, on aurait eu 0 lead sur le display. Dans une vision MTA, on lui réattribue du coût du crédit et on lui réattribue 0,32 contre 58 pour la dernière session qui a généré le lead. C'est comme ça qu'on arrive à prendre en compte finalement, quand ensuite on va sommer le nombre de conversions, qu'on arrive à prendre en compte la vraie contribution d'un levier, notamment un levier hot funnel, sur la conversion et sur la génération de business. Donc les différentes étapes sur le RBA, donc cet algo qui va être beaucoup plus 360, en fait, cette partie-là, elle est beaucoup plus simple. Avec le fait qu'elle prenne en compte tous les leviers, à mettre en place, c'est beaucoup plus court. On a besoin de beaucoup moins de données déterministes. Simplement, ce qu'il faut faire, c'est bien définir les leviers qu'on veut analyser. Donc, quelle est cette granularité? Il faut une granularité qui est quand même relativement haute pour agréger beaucoup de données, mais qui quand même vous permet derrière de faire la part entre les différentes agences, par exemple, qui travaillent sur vos comptes, ou entre les différents budgets que vous attribuez. Par exemple, chez Hyundai, on va différencier
le display, le display programmatique et la vidéo programmatique. On a cette maille-là quand on analyse. On va collecter ensuite des séries temporelles. Donc là, ce qui compte, c'est d'avoir des séries. Il faut réussir à trouver quelle métrique on prend pour ces séries temporelles. Il faut prendre ce qui a le plus de sens finalement pour votre métier. Donc nous, ce qu'on a appris typiquement sur les canaux organiques, on sera sur les visites on-site, parce que c'est ce qu'on a de plus, c'est là où on récolte le plus de données sur ces leviers-là. Tout ce qui est paid media, on va prendre des budgets dépensés. Donc on va avoir des séries temporelles, des budgets dépensés par semaine. Il faut qu'on ait à peu près 2 ans d'historique pour avoir quand même quelque chose pour nourrir le modèle. Et sur la partie email SMS, donc qui est plutôt du owned, on va prendre le nombre de profils ciblés. Là, on a un coût qui est linéaire à l'année, donc c'est pas très intéressant. Il faut qu'on ait une idée en fait finalement de est-ce que cette métrique, au moment où elle bouge, est-ce qu'elle influe derrière dans les semaines qui viennent sur le nombre de leads et sur le nombre de ventes. Donc c'est ça que le modèle va la regarder. Donc il nous faut ce style de série temporelle. Et ensuite on a la modélisation du coup qui va pouvoir nous apporter nos réponses. Merci beaucoup. Maintenant que tu nous as expliqué à la fois quelle était la problématique de Hyundai, leur challenge et comment vous avez réussi à construire cette solution et surtout comment est-ce qu'elle fonctionnait, est-ce que tu peux nous dire concrètement comment les équipes de Hyundai utilisent cette solution au quotidien et quels sont les impacts concrets de cette solution? Donc, rapidement et en synthèse, ce que ça nous permet, c'est d'afficher sur nos dashboards 2 visions. Une vision qui est à 360 degrés, vous l'aurez compris, qui est basée plutôt sur la partie RBA, et qui s'adresse plutôt à une cible managériale, c'est-à-dire qu'elle va permettre de connaître la contribution de l'ensemble des leviers marketing sur le business. Et on a aussi, du coup, sur ces dashboards, bien sûr, une vision plus granulaire, qui elle est basée sur des données déterministes et qui est, du coup, s'adresse plutôt à une cible opérationnelle, dont l'objectif serait d'optimiser les campagnes au quotidien en jouant sur les formats, sur les créas et la conversion en vente, et la conversion en lead et la conversion en vente. Puis conseil, donc là ça rejoint ce que disait Edith tout à l'heure sur la partie Club Med, je réappuie dessus, c'est qu'effectivement le fait d'impliquer les parties prenantes dans le projet, ça évite l'effet boîte noire. Elle a employé exactement les mêmes mots, on ne s'est pas concerté. Je pense que c'est important sur ce type de projet où quand on a des algorithmes MTA, des algorithmes d'attribution dont on n'a pas la maîtrise, finalement c'est très dur de faire adhérer le métier, et quand le métier adhère pas, le métier n'utilise pas. Et, c'est simple rien. Donc l'idée, c'est vraiment de les impliquer dans le projet pour leur faire comprendre sur quoi se repose notre algo, pour les engager à utiliser en fait ce modèle-là et à lui faire confiance. Merci. Est-ce que vous avez des questions sur ce cas? Pas de questions. Merci à tous les deux. Bonjour, c'est moi qui clôture. Donc, je vous promets que je ne vais pas être long. Donc, je suis Yann Donnet, je m'occupe de DBI, une entreprise qui aujourd'hui vous a présenté ces jolis cas avec nos partenaires Google, que je remercie de nous avoir accueillis aujourd'hui. Et également TED Consulting, qui est une société qui a rejoint en fait notre famille Avas et qui est spécialiste de l'hyper-automation, donc tous les sujets qui permettent de gagner du temps. Et donc, moi, j'interviens sur un aspect un peu différent, puisque... Avec le clavier, ça ne marche pas. Ça marche pas. Okay. Ce que je vais vous proposer, c'est simplement de prendre un tout petit peu de hauteur par rapport à ce qu'on a vu jusqu'à présent. Les solutions qui ont été exposées sont très précises, sont très intéressantes, très intelligentes. Elles apportent des vraies solutions concrètes à des problématiques concrètes également. Et moi, je viens donc du métier, du domaine de l'aérien également. Et j'aime beaucoup faire des parallèles entre ce qu'on vit au quotidien dans nos entreprises et ce domaine de l'aérien qui a un petit peu plus de 100 ans maintenant et qui a tellement progressé et qui va encore tellement progresser, puisque c'est la seule industrie qui réussit à faire des bonds de 80% de progression, que ce soit sur son impact environnemental ou sur tout ce qui est fonctionnalité ou ingénierie, tous les 20 ans. Donc c'est assez extraordinaire. Et puis on s'aperçoit que en fait c'est une aventure humaine, donc de gens qui ont trouvé des solutions techniques à des problématiques assez concrètes. Et les parallèles entre le business
et l'aviation sont extrêmement fréquents. Et moi, je les utilise beaucoup sur la méthodologie aéronautique qui nous sert au niveau de nos projets. Et je pense que c'est quelque chose qu'on partage avec Thomas et Étienne beaucoup, et ça nous sert. Ce qui est intéressant, c'est que si on veut faire des parallèles, on parle de faire décoller un business. Ça vient de l'aviation. Donc, la phase de décollage est la phase la plus dangereuse dans un vol en avion, il faut le savoir. C'est celle qui présente le plus de risques, et c'est si on doit avoir un accident grave, c'est à ce moment-là. C'est pas à l'atterrissage, c'est pas au vol, c'est juste au moment du décollage. Et bizarrement, quand on lance une entreprise, c'est là que c'est le plus dangereux, et c'est là qu'il y a le plus d'échecs. Quand on est en l'air et qu'on fait un vol, on parle de plan de vol. Comme on a des plans, des roadmaps, c'est extrêmement similaire. Et puis, quand on va quelque part, on a toujours ce qu'on appelle un point d'aboutissement. Et il y a le parallèle avec l'atterrissage budgétaire. On atterrit un avion à un endroit précis avec une quantité de carburant précise. Ça veut dire qu'on ne s'est pas trompé et que tout le monde est encore en vie. Et quand on est en atterrissage budgétaire, normalement, on a gagné de l'argent. Le plan s'est déroulé sans accroc et c'est passé comme prévu. Dans la vraie vie, ça ne se passe jamais comme ça, mais il y a ce parallèle qui est assez intéressant. Il y a par contre un principe qu'on peut utiliser, qui est un principe universel qui émane en fait de la méthodologie d'apprentissage continu de l'aviation, et c'est celui qu'on utilise beaucoup dans la recherche de nos solutions. Et il se résume en fait en trois mots que je donne ici. C'est le principe qui régit tout ce qui se passe aujourd'hui dans l'aérien. Et c'est celui aussi qu'on utilise beaucoup dans les entreprises. Je ne vais pas faire de la pub pour Bearing Point, mais Bearing Point, c'est une société de conseil. Et le Bearing Point, c'est un point en fait de référence dans une navigation. Donc, Bearing Point, c'est une société qui s'est construite sur un élément en fait technique de navigation. Et avoir un bearing point, c'est avoir un point en fait de référence dans un endroit. C'est-à-dire que vous savez que le bearing point il est là, mais vous passez au travers et vous savez quel angle vous avez par rapport à un bearing point. Et ça vous donne en fait votre position avec un cap donc magnétique et une montre. Et ça vous permet de naviguer partout dans le monde. En aviation, on dit que vous allez vous en sortir systématiquement de tous les cas de figure si vous suivez ces trois mots. Aviate, donc piloter votre business. Naviguer, c'est-à-dire savoir où vous allez. Et communiquer. Communicate, donc auprès des équipes, auprès du marché. Et quand vous prenez ces principes-là, qui sont vraiment des principes, mais totalement universels, certains ont essayé de réduire un mot, ça ne marche pas. Certains ont essayé d'en mettre d'autres, ça ne sert à rien. Vous avez vraiment le triptyque, le nombre premier qui fonctionne dans tous les cas de figure. Vous devez piloter votre business. Donc les solutions, si je fais parallèle avec ce matin, sont des solutions qui permettent de piloter votre business. Navigate, quand on sait où on va, il faut choisir ses solutions appropriées. Donc on va avoir un exemple de cockpit juste après. Et puis communiquer, parce que quand on fait ce qu'on vient de faire là, en fait, ça sert à faire quoi? Ça sert à communiquer en interne sur quelles sont les bonnes solutions qui permettent de prendre les bonnes décisions. Donc communiquer en interne avec un dashboard, par exemple. Communiquer en externe avec les bons niveaux de prix, les bons niveaux, on va dire, d'offres auprès des clients. Et ça permet donc de communiquer et de respecter ce triptyque. Aviate, navigate, communicate. Si vous demandez à un professionnel de l'aviation, il connaît ça par cœur. Il a appris ça depuis le premier cours jusqu'à ce qu'il fait aujourd'hui. Et le petit avion de ligne que vous voyez en dessous, il est en train de faire sa route sur ce principe-là. Donc, ce que je vais vous montrer, c'est un dashboard, en fait, qui date de l'ère du Concorde. Voilà, ça, c'est un dashboard qui a à peu près 50 ans. Et le SR-71, c'est le Blackbird, donc c'est l'avion le plus rapide du monde, celui dont on ne connaît pas la vraie vitesse, puisqu'il a été mesuré à pratiquement Mach 4, mais sur un seul moteur, il y en a deux. Donc, personne ne sait exactement à quelle vitesse il va. Tout ce qu'on sait, c'est que les missiles ne peuvent pas le rattraper. Donc, c'est un avion invincible parce qu'il va plus vite que tout ce qu'ils veulent, en fait. Il est maintenant à la retraite. Il a été remplacé par d'autres avions qu'on ne connaît pas puisqu'ils sont impossibles à tracer. Mais ils sont au-dessus de notre tête et ils font le tour du monde et ils prennent des photos. Ils sont reliés à plein de choses. Et quand on réfléchit par rapport à ce qu'on vient de voir ce matin, il y a un lien assez évident avec ce qu'on voit là. C'est-à-dire que chaque élément, chaque instrument, en fait, remonte une information. Et donc, il y a une captation d'informations qui se fait autour de la machine, donc autour de votre dashboard, de votre ordinateur, et l'information est restituée. Donc ça a
c'est un avion qui a à peu près la même technologie que le Concorde. C'est-à-dire que si je vous mettais le cockpit du Concorde, ce sera à peu près la même chose, sauf qu'il y a encore beaucoup plus d'instruments qui sont montrés. Et là, il y avait 2 personnes qui pilotaient cette machine-là. Dans le Concorde, ils étaient au moins 3 et ils se relayaient et ils étaient tout le temps en train de travailler sur des actions extrêmement manuelles, très peu automatisées. Si on passe maintenant à quelque chose de plus moderne, est-ce que vous connaissez, enfin, je ne sais pas si vous reconnaissez ou si vous connaissez ce cockpit-là, c'est celui du meilleur avion du monde, c'est le Rafale français. C'est un avion qui traite à peu près 10 000 fois plus d'informations que ce que j'ai montré juste avant. Et l'ergonomie, en fait, de ce cockpit, vous voyez qu'elle est extrêmement simple. On se dit, ben, finalement, ils ont viré la plupart des KPI. En fait, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. On les voit avec la vision tête haute qui sélectionne les informations. Il y a une intelligence artificielle qui vous montre ce que vous devez voir. Et il y a des éléments également dans le casque qui font que quand vous tournez la tête à droite ou à gauche, vous ne voyez pas la même chose. Je connais des pilotes j'ai des amis qui sont pilotes de Rafale et ce sont des gens qui, en fait, passent leur temps à choisir quelle est la bonne information. Par rapport à ce qu'on a vu juste avant, là, vous avez 10 000 fois plus d'informations qui sont possibles. Pourquoi c'est intéressant parce que si je refais encore un parallèle avec Google, on a une évolution technologique qui est fondamentale. C'est-à-dire que celle qu'on a vue juste avant, c'était simplement la captation d'informations autour du cockpit. Donc des sondes, globalement, qui mesuraient la pression de l'air, qui mesuraient des vitesses de déplacement, qui mesuraient de la température, des flots de carburant. Là, vous êtes sur une machine qui est connectée à tout ce qui peut exister. C'est-à-dire que ce soit dans l'espace, que ce soit au sol, que ce soit autour des avions. Donc, vous êtes sur une machine qui est ce qu'on appelle omni-role, qui sait tout faire. Et vous pouvez retirer l'humain, il peut tout faire tout seul. Il peut décoller tout seul, il peut voler tout seul, il peut faire sa mission tout seul, atterrir tout seul, se ranger sur le parking, il peut tout faire tout seul. Donc, c'est un automate intelligent. Et l'humain à l'intérieur, en fait, est là pour prendre de la hauteur par rapport à toutes ces données qui sont en fait affichées. Et c'est ça en fait qui est intéressant, je pense, le parallèle avec nos sujets à nous, c'est de se dire on ne fait pas un dashboard pour faire un dashboard, on ne fait pas une mesure pour avoir un chiffre. Il faut qu'on ait à un moment donné cette capacité de piloter le business, donc se dire alors c'est quoi le KPI qu'il faut pour atteindre mon objectif et pas confondre le moyen et l'objectif. Cet avion ici, ce n'est plus un avion, c'est une arme. Et il redevient un avion quand vous voyez le Rafale solo display qui fait des acrobaties devant les publics à la Ferté-Alais ou dans les grands meetings aériens. Là, ça redevient un avion. Mais quand vous êtes sur cette machine-là, ce n'est plus un avion, c'est un système d'armes. Et l'humain à l'intérieur ne va pas chercher à faire un combat. Il va chercher à tuer sa cible qui se trouve à plusieurs centaines de kilomètres. C'est-à-dire qu'il va tellement anticiper l'anticipation de l'anticipation que, en fait, son objectif à lui, ça va être de gagner la guerre avant même qu'elle se déclenche. Et bien, c'est un petit peu pareil dans nos business. On parle souvent de guerre économique. Pareil, il y a un gros parallèle avec l'armée, qui est souvent, malheureusement, dans les contextes géopolitiques tendus, à la pointe de la R&D. Mais on est vraiment dans quelque chose qui est très similaire à ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'on ne va pas nécessairement chercher à maximiser un KPI et donc regarder un seul instrument. On va essayer de faire la mission du mieux possible en faisant le minimum d'actions et le plus rapidement et de la façon la plus rentable. Cet avion, il avait pour objectif de voler le plus vite possible, le plus haut possible à la limite de l'espace, puisque les pilotes étaient en combinaison spatiale pressurisée. Et en fait, les gens qui pilotaient, les pilotes qui étaient dans ces machines-là, ils avaient pour objectif, de rester en vie, de prendre une photo quelque part en Russie et de revenir le plus vite possible. C'est ça leur mission. Un Rafale, il est en capacité de communiquer et il est en capacité de protéger un territoire. Il faut savoir que, par exemple, aujourd'hui, la mission d'un Rafale, c'est en 2 minutes tuer tout ce qui peut poser problème sur le sol français. C'est-à-dire qu'il y en a un qui tourne moteur allumé en permanence quelque part en France et en moins de 2 minutes, il interceptera quelque chose qui est dangereux pour notre pays. C'est ça sa mission. Donc c'est complètement différent de la mission numéro 1. Et nous, notre mission qu'on doit se poser par rapport, la question qu'on doit se poser par rapport à nos missions à nous en entreprise, c'est quelle est notre mission, quel est notre objectif. Et donc construire de façon en rétro-engineering, en fait, tout ce qui doit nous permettre d'atteindre cet objectif-là avec un minimum d'effort et le plus de pertinence. Donc le lien entre la data, l'aéronautique et le business, il est en fait extrêmement
extrêmement intéressant parce qu'on voit bien que l'humain n'est plus là pour faire à la place de la machine, il est là pour travailler avec les meilleures solutions technologiques dans un but qui doit être parfaitement défini et qui ne doit pas être perdu. Navigate, donc savoir où on va exactement, navigate, et communiquer ce qu'on a trouvé et les informations qui nous permettent de faire la navigation et donc de remplir la mission. Si on revient à ce qu'on s'est dit, finalement, c'est pour ça qu'on a développé la Ninebox, qui est le point sur la droite, c'est de se dire, on a un mapping de toutes les solutions, en fait, qu'on est en capacité de réaliser qui correspondent à des problématiques business. Il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre. Il y en a une qui est adaptée par rapport à votre contexte. Il peut y avoir une combinatoire qui nous amène, en fait, à une autre solution. Si on refait ce parallèle avec l'aérien, ce qui va être important pour vous, c'est de définir la mesure utile, c'est-à-dire celle qui permet de remplir l'objectif, remplir la mission. Est-ce que vous êtes en train de dire, je travaille pour que mon levier soit reconnu, ou je travaille pour développer les ventes? Ce ne sera pas du tout la même déclinaison en termes d'analyse derrière. Donc le premier point, c'est définir la mesure utile. Une fois que vous avez défini la mesure utile, avec les solutions qui aujourd'hui sont hyper connectées, hyper rapides en calcul que propose notamment Google, vous avez la capacité de mettre en place une ou plusieurs solutions qui se parlent et qui répondent à votre objectif. Et c'est là qu'on va parler de choisir la solution adaptée, et on a volontairement réduit en fait le nombre de solutions à 9. Pourquoi? Parce qu'il faut que ces solutions elles soient compatibles. Dans un cockpit, si vous avez des indicateurs qui contredisent les autres, à un moment donné, vous êtes là et vous dites qu'est-ce que je fais? Là, c'est pareil, vous devez avoir des choses qui sont compatibles pour que la somme des enseignements vous amène quelque part. Et puis à la fin, vous devez piloter votre business. Alors, je reprends encore le lien naturel avec l'aéronautique. Il faut concevoir son décollage pour vérifier que vous enchaînez les étapes les unes après les autres pour atteindre la bonne altitude, prendre le bon cap, donc choisir quel KPI vous allez satisfaire, et puis savoir où vous allez atterrir et au bout de combien de temps. Si je reprends encore une fois ce parallèle-là, si vous n'avez pas fait le plein qu'il faut et que vous êtes tombé en panne d'essence en plein milieu de votre trajet, c'est dommage. Le plein d'essence, dans votre cas à vous et avec les outils Google, c'est typiquement le budget médian que vous allez accorder. Si vous avez trouvé un truc mais que vous n'avez pas le budget qu'il faut pour l'utiliser, ça va marcher, mais c'est dommage. En fait, vous n'aurez pas atteint votre objectif. Donc, il faut vraiment, à un moment donné, concevoir le moment où vous partez, où vous allez et comment vous allez atterrir. C'est-à-dire que vous êtes content parce que vous avez atteint tel volume de commandes. Vous êtes content parce que vous avez atteint tel volume de business et vous avez utilisé le carburant qui vous correspond, c'est-à-dire le budget média, par exemple, comme vous l'avez prévu. Vous n'en avez pas utilisé 3 fois trop et donc vous n'avez pas, par exemple, un ARPU qui va exploser en vol. Voilà, on parle d'explosion en vol ici, dans le business. Donc, c'était juste pour vous donner un petit peu ces éléments-là, vous dire que Thomas et Étienne, évidemment, sont à votre écoute pour en parler, puisque ces solutions, elles nécessitent un petit peu d'analyse de votre contexte pour voir s'il vous en faut une, deux, plusieurs, des solutions qui sont combinatoires, et surtout, parce qu'on a cette habitude, maintenant qu'on a pris au sein de Avast DBI, c'est de vous accompagner dans cette recherche justement du point d'aboutissement. Donc, est-ce que vous avez les bons KPI pour réaliser votre mission? Et ça, c'est un petit peu le discernement qu'on essaye depuis 3 ans de développer, et c'est l'accompagnement qu'on essaye d'offrir à nos clients un petit peu différent de nos confrères sur le marché, parce qu'on utilise ces méthodologies-là, on utilise cette façon en fait de concevoir des solutions, pas juste pour remplir quelque chose qui est un milestone ou un step intermédiaire, mais vraiment aller chercher quelque chose qui est contributeur à l'objectif final. Voilà, donc Thomas et Étienne, que vous avez vus aujourd'hui, sont à votre écoute. N'hésitez pas à en parler avec eux, et puis si vous avez besoin de plus de précision ou d'informations sur le lien entre l'aéronautique et le business, n'hésitez pas, j'adore faire ça. Merci beaucoup.